Ben oui, oui, oui. T'inquiète pas. Bon, ça commence à rentrer là un petit Ouais, peu. ouais. Là. Il y a coucou Laurent, il y a Laurent et... Tu connais Laurent? Le fils d'Éric? Tu l'as rencontré? Mais justement, je ne le connais Viens pas. Laurent. Parce que Non, non. pour que ils t'entendent, il faut que tu sois un peu là, tu vois. Bonjour. Bonjour Laurent. Je Mais suis... non, nous ne nous connaissons Aline. pas. Et votre père était assez mystérieux. Oui. Et on ne connaissait pas bien sa famille. Eh ben oui, ben voilà, on est mystérieux de père en fils. Je n'entends pas. Ils sont mystérieux de père en fils. Et je te présente Aline, la femme de Laurent. La femme de Laurent, bonjour La Aline. merveilleuse Aline. Bonjour. Bonjour. Non, c'est vrai, mais je ne connaissais pas du tout la famille d'Éric Romer. Et un jour, j'ai même posé la question à Françoise Edgegaray, sachant que dans sa famille, déjà qu'il ne voulait pas être photographié. Déjà, il y a une très belle photo qui est sortie depuis longtemps, et qui était de Richard Avedon, une très belle photo de Romer et de Richard Avedon. Sinon, il ne voulait pas être photographié, et je me souviens que quand nous étions à la Mostra de Venise, il y avait deux gardes du corps avec des parapluies, et dès qu'il y avait des photographes, hop, ils ouvraient les parapluies. Mais c'était j'adore ça, l'idée. Moins on a envie de photographier, plus les gens ont envie de photographier, c'est normal. Hein. Mais c'est vrai que c'était un mystère, j'en avais parlé à Françoise un jour, je lui ai dit, mais est-ce qu'il a une famille, il a une femme, des petits-enfants, des enfants? Il dit oui, il a une femme, des enfants, des petits-enfants, etc. Mais elle avait croisé sa femme, Françoise, une fois, mais par hasard, il y avait une erreur dans les rencontres, dans son bureau et tout. Mais en fait, il y avait quand même deux vies très distinctes de ce papa. Tout à fait. Je ne connaissais rien du tout de sa vie professionnelle. C'est vrai? Vous découvrez maintenant sa vie professionnelle dans votre partie? Depuis qu'il est décédé, oui. C'est génial. Mais franchement, il faudrait faire un film là-dessus. Pourquoi? Mais non, mais c'est les mystères Eric Romer. C'est extraordinaire, je trouve. C'est extraordinaire. Je trouve ça très magique. Et ça lui permettait, alors on va en parler tout à l'heure, je ne vais pas dire les mêmes choses tout le temps, mais ça lui permettait de prendre le bus. Voilà, et il adorait ça, prendre le bus après la journée de tournage, et de regarder les gens, de vivre. Les personnes ne le reconnaissaient vraiment. Donc ça lui permettait d'être dans la vie de tout le monde, en fait. Et d'en profiter, de la vie des gens autour de lui. Voilà. Mais votre père était quelqu'un d'assez drôle. Il était, pendant le tournage, il était un peu austère. Mais dès qu'on était à la cantine, il y avait beaucoup d'humour, il était assez drôle. Il était très drôle. Mais c'était un homme absolument avec beaucoup de charme. Merci beaucoup. Et puis on va rejoindre Oui. nos places. Ben oui, mais je vais essayer de redire la même chose tout à l'heure pour que les gens me connaissent un peu. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas si les gens, je vais les entendre bien. Parce que là, vous êtes tout près. Ouais. Et je vous vois pas bien. Je ne vous vois pas bien. Je ne sais pas si Laurent ressemble à son père ou pas. Je n'arrive pas à le décrypter. On va essayer de le cadrer, Laurent. On va mettre plus de lumière. Attends, où est-ce que... Ah ben voilà, approchez-vous Laurent, que je vous vois. Tu le vois là? Approchez-vous un peu. Tu te vois dans le... C'est-à-dire, je vois. Ah oui, il y a un air de famille quand même. Il y a un air de famille quand même. Il y a quelque chose de votre papa, absolument, oui, oui. C'est normal. C'est normal en fait. Hein. Oui. C'est extraordinaire ça de découvrir la vie vraiment de son père une fois qu'il est parti, de ne rien savoir avant. Je trouve ça absolument fascinant. En fait, ce mystère. Bon, ça rentre un petit peu, il y a un petit peu de monde là qui arrive là. Oui, ça va. Oui, donc on va pouvoir démarrer. Elle est là, Françoise? Elle arrive. Françoise n'est pas encore arrivée. Elle arrive, hein. Mais elle arrive. Et qu'est-ce qu'elle fait? Oui, oui, oui. Est-ce que tu connais Gérard Courant? Non, non, non. Pas du tout. Non, on se Il connaît. est là avec sa caméra, il filme tout là depuis tout à l'heure. Ah, c'est lui qui filme. Tu vois celui qui est assis là devant, au premier rang? Oui, en je vois, noir, je devine. avec Non, je peux m'approcher. des lunettes et une toute petite
caméra, parce que maintenant les caméras font 2 milligrammes. Bonjour. Tu vois sa caméra? Bonjour, monsieur le courant. Bonjour. Ah ben voilà, oui. Je vous montre mon œil. Ah là, il est très beau. Il est très beau. Vous avez disparu, attendez. Oui, bah il a Ah ben disparu. voilà. Je suis là. Je suis là. Alors vous filmez pourquoi? Pour moi, je fais un journal filmé. bien. Je filme ma vie et je filme les gens que je rencontre. Oh ben c'est bien, écoutez, bonne rencontre avec moi alors. Voilà, une très belle rencontre. Je ne suis qu'en virtuel, mais je ne suis pas d'une intelligence Artificielle. artificielle malgré tout. Vaut mieux la connerie naturelle que l'intelligence artificielle. Je suis bien d'accord. Voilà Françoise. Ah, voilà ma Françoise. est-ce que Bonjour ça va? Jean-Claude. Elle est où? Ah bah je te devine seulement. Je te devine. Je ne peux pas te dire, Françoise, que tu n'as pas changé, parce que je te vois pas bien. Mais ta voix est la même. Ta voix est la même. Bon, ma beauté, ça va? Tu vas bien? Bon. Oui, oui, c'est réservé pour toi. Ah, il n'y a plus rien, là, ça a disparu. Oui, oui, parce qu'il y a une jeune femme qui est en train de toucher à l'ordinateur pour faire réapparaître. T'inquiète, t'inquiète. Tu connais Noël Herf? Non, je crois pas, non. Je sais pas si Il est là, Noël. Noël, c'est un spécialiste Eh, je ne vous vois plus. de René Clair. Je ne vous vois plus. Je le dis exprès, pour l'embêter. Ah, le voilà. Et par contre, il vient de faire un film sur Robert qui doit être assez chouette, que j'aimerais Ah bien oui. voir, qui s'appelle comment? Eric Romer, Esprit d'enfance. D'accord. C'est un programme. Celui qu'on a passé hier soir. Le documentaire que vous avez passé hier. Voilà. Vous savez, je vous vois plus du tout, je vois plus rien, là, je vois plus la salle. Plus du tout. Ah ben voilà, on vous voit. Je vois marqué VEO, Lully, je ne vous vois plus du tout. Oui, mais moi je vois. Il y a quelqu'un qui a touché à quelque chose qu'il ne faut pas. Hein. Ouais. Mais Arnaud, on voit nous, on voit très bien. Je ne sais pas pourquoi vous nous voyez. Bon, ben c'est là. Non, je ne vois plus, je vous entends quand même. Vous m'entendez? Oui, mais je vois plus du tout, je vois que moi là. Alors peut-être que c'est vous qui avez touché quelque chose. Ah non, pas du tout. Non, j'ai rien touché moi. Non, non. Alors là, nous, on voit pas. Non, non, ouais, parce que je viens de toucher ma caméra, mais là, j'ai beau toucher autre chose, je n'arrive pas à vous voir. Je vois le signe du truc, c'est tout. D'accord. Désolée, Oh, bah, c'était bien, je voyais tout avant et que... Bon, rien, c'est pas grave. Et ils sont là, les gens, maintenant, on va se parler. je vais juste baisser un peu la lumière pour qu'on vous voit mieux. Hein. D'accord. Ah oui, 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 oui. Ah voilà, c'est très bien là. Voilà, on voit beaucoup mieux. Oui, voilà. Eh ben, attends, je vous dis- Ah bah là, C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça ressemble à Orson Welles. Non, bah allez, je suis en train de faire un truc. On dirait pas le ça. On dirait pas Vous le allez ça. finir. Pas le ça. Faire ça, quoi. Et Orson Welles. Pas mal. Pardon, 2000, on l'a tourné en 2000. Il a été tourné en 2000, mais il n'est pas sorti en 2001, Il est sorti en Oui, 2001. Et donc, pour en parler un petit peu en amont de la projection, nous avons plusieurs invités qui sont là.
Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Noël. Bah, je veux bien dire deux mots simplement pour jouer les Monsieur Et c'est Loyal. vrai, Et alors je vous vois plus. Oui, on va se rapprocher. On va se mettre de votre côté peut-être pour que vous nous entendiez un peu mieux. Nous avons également, comme vous l'avez constaté, Jean-Claude Dreyfus, qui tient un des rôles principaux dans le film et qui a bien voulu se connecter en visio avec nous ce soir pour pouvoir vous parler un petit peu de son expérience aussi sur le film et aussi le travail avec Éric Rohmer. Donc, je vais d'abord donner la parole à Noël Herth. Merci beaucoup. Non, mais je ne suis là que pour donner la parole aux prestigieux acteurs et intervenants et participants de ce film mythique que nous sommes très heureux de revoir ce soir et de revoir en sortie nationale dans une belle restauration, semble-t-il, que je n'ai pas encore vue, mais que je vais découvrir avec vous. J'ai des souvenirs, on en parlait à l'instant avec François Etchegaray, de récits du tournage de L'Anglaise et le Duc à l'époque où le film n'était pas encore sorti. Puis nous avions organisé un colloque à l'Université de Chicago où il y avait pas mal de Romériens et les récits que nous faisait Françoise de la jeunesse du film étaient, comme vous pouvez l'imaginer, picaresques, épiques et extrêmement drôles. Mais j'ai envie d'abord peut-être de demander à Jean-Claude Dreyfus, qui a été donc l'un des deux acteurs principaux du film, si c'est un bon souvenir. Est-ce que c'est un bon souvenir pour vous? C'est un souvenir qui restera inoubliable dans ma vie. Parce que d'abord, travailler avec Éric Rohmer, c'était exceptionnel. Et puis j'avais un rôle quand même, il m'a donné un rôle merveilleux et dans une histoire qui était tout à fait passionnante. Donc effectivement, ça va rester inoubliable dans ma mémoire. Absolument. Et c'était un moment tout à fait particulier. C'était je sais pas combien de temps on a tourné, 2 mois et demi de travail, parce qu'il y avait un texte quand même particulier, un texte 17e. D'ailleurs, il y a une petite anecdote que je vais vous raconter, ça fera sourire mon amie Françoise Etchegaray, parce que c'est elle qui nous a, avec Lucy Russell, qui nous a coaché, on va dire, parce qu'on peut dire coaché, là, on va pas dire on va le dire en anglais, puisque on avait une actrice anglaise quand même, pendant tout le parcours de l'apprentissage du texte. Et pendant tout ce parcours, je disais toujours, pour essayer de moderniser le texte 17e, puisque je me suis dit, c'est Rohmer, il a fait des films extrêmement modernes, donc je me suis dit, je vais moderniser un petit peu le texte 17e, et je vais faire comme je l'avais fait avec Paul Claudel, parce que Paul Claudel, quand j'avais joué Paul Claudel, deux pièces magnifiques de Claudel, il n'aimait pas du tout les liaisons. Claudel détestait qu'on fasse les liaisons. Et moi, ça m'arrangeait, parce que je me dis, comme ça, j'en ferai pas de mauvaises de liaison, vous comprenez? Et je me suis dit, ça va moderniser le texte 17e. Et Françoise me disait toujours, mais non, il va vouloir que tu fasses la liaison. Je lui dis, attends, on verra. Et premier jour de tournage, Françoise était derrière la caméra et Éric Rohmer était dans une pièce un peu plus loin devant son poste de télé, devant son combo. Et de loin, je commence à faire la première scène et de loin, j'entends « Les liaisons ! Les liaisons !» Et François, qui me faisait un clin d'œil, il me dit « Je l'avais dit !» Alors j'ai quand même fait la part des choses, parce que j'avais quand même beaucoup travaillé sans les liaisons. C'est un gros travail d'oublier toutes les liaisons. Mais je me suis dit, il a raison quand même, ça redonne du style. Et j'ai retravaillé tout mon mode de travail en faisant certaines liaisons, en élidant quelques-unes qui étaient dans une respiration, mais en remettant les liaisons. N'est-ce pas, Madame Etchegaray? Oui, Monsieur Dreyfus. Monsieur Duc. Pour rester dans le registre de l'époque, on avait tout à fait raison de me proposer de faire les liaisons. Oui. Justement, j'allais vous poser beaucoup de style. J'allais vous poser à ce dont nous parlions. Vous m'entendez? Ça va rester très marqué dans ma tête, ce tournage, parce que bon, je crois que c'est en plus un des plus beaux rôles que j'ai eu dans ma petite carrière. Et j'aurais adoré, évidemment, il avait 83 ans, il se met au numérique avec Diane Baratier, qui a fait un énorme boulot pendant des mois pour arriver à ce que l'image ne soit pas cramée, que faire une belle image. Et c'est extraordinaire à 83 ans de se mettre au numérique. Et j'aurais adoré en faire un deuxième, mais il nous a quittés. Donc j'en ai pas eu de deuxième. J'aurais adoré retravailler sur un autre mode avec Rohmer.
un autre mode qu'il a eu dans sa carrière. Parce qu'il a quand même fait que 3 films en historique, dont le mien, et qui sont pour moi les plus beaux films de Rohmer. Le reste est magnifique, mais c'est une autre époque, c'est une autre chose. Mais j'aurais bien aimé en faire un deuxième quand même. Tant pis, c'est pas grave. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous dire une autre chose, mais oui, je voulais parler on a beaucoup parlé dans la presse, dans la communication, on a beaucoup parlé des incrustes qui étaient faits avec les petits tableaux merveilleux pour tous les extérieurs. Et moi-même, quand je suis arrivé dans la première scène où le duc d'Orléans arrive, il arrive à l'extérieur dans une calèche, c'était à l'extérieur sur un fond vert avec un incruste d'un très, très joli tableau qui représentait, c'est vrai que pour représenter Paris à cette époque, c'était extrêmement intelligent et intéressant de faire un incruste avec des toiles, des petits tableaux qui n'étaient pas plus grands un peu plus grands qu'une feuille à 4 quand même. C'est ça qui était extraordinaire. Mais je trouve qu'on n'a pas assez parlé dans la communication des décors. Parce que les décors étaient extraordinaires aussi, parce que tous les décors ont passé d'incrustes de petits tableaux à des décors qui étaient en trompe-l'œil. Alors, c'était des feuilles de décors, qui des murs étaient en trompe-l'œil, et ça, c'était magique, parce que ça faisait vraiment le passage de l'extérieur à l'intérieur. Alors, évidemment, il y avait des objets, tout n'était pas en trompe-l'œil, hein. On avait des tables, des lits, des objets, des tasses de thé, on avait tout, mais toutes les feuilles, les 4 murs étaient en trompe-l'œil, et je trouvais ça absolument magique. Voilà, c'était juste pour en parler, parce qu'on en a très peu parlé du rapport entre l'extérieur et l'intérieur. Alors, on vous entend toujours très bien. Est-ce que vous nous entendez toujours bien? Ben écoutez, je vous entends, je ne vous vois toujours pas, oui, mais je vous entends. Okay. Est-ce que vous m'entendez? Non, oui, vous entendez vous, mais pas moi. Vous m'entendez? Je vous entends très bien, mais je ne sais pas qui parle. Noël Herpe, est-ce que est-ce qu'il vous a dit pourquoi il vous avait proposé le rôle de Philippe d'Orléans? On va dire que, vous savez, j'avais rencontré Éric Rohmer, mais très rapidement comme ça, à l'anniversaire. J'avais été invité à l'anniversaire de Ciccio. Ciccio, c'est Renato Berta qui a été son chef opérateur aussi avant Diane, pendant plusieurs films, et que je connaissais bien parce que Renato Berta était le chef opérateur de Fassbinder et de Daniel Schmitt avec qui j'ai travaillé également. Et dans cet anniversaire, il y avait Rohmer. Et on s'est parlé peut-être l'espace de comme on se parle dans une soirée, vous voyez, quelques minutes. Et il y avait ce souvenir-là peut-être. Et puis aussi François Garay qui a dû appuyer sur mon personnage avec mon physique, peut-être mon nez bourbon. On va dire que mon nez est bourbon et que j'ai quelque chose de ce duc d'Orléans peut-être. En fait, on n'en a pas vraiment parlé. Vous savez, avec Rohmer, on s'est rencontrés quand il nous a choisis, Lucie et moi. On s'est rencontrés peut-être 3 fois où il nous a parlé de son film, de ce qu'il voulait, vers quoi il voulait aller. Et donc, c'était des ingrédients qui étaient justement tout à fait intéressants. Mais on ne s'est pas beaucoup plus parlé que ça. Donc, voilà, pourquoi la raison profonde pour laquelle il m'a choisi, c'est François Garay qui était dans ses petits secrets pour vous le dire, peut-être plus que moi. Jean-Claude, François a une... je te l'ai dit déjà. Éric t'a vu dans une publicité pour la cuisine où tu avais un tablier. Je trouve ça formidable. Il y a beaucoup de gens qui m'ont vu dans cette publicité culte et qui n'auraient jamais travaillé avec moi parce que à l'époque, les gens qui faisaient de la publicité, il y avait beaucoup de réalisateurs qui ne voulaient pas travailler avec eux. Je trouve ça formidable qu'un homme de son âge ait été intéressé en me voyant dans une pub. Je trouve ça formidable. Et on cherchait le duc d'Orléans. Et Éric, un matin, est arrivé, il m'a dit, je sais qui c'est, et vous ne l'avez pas trouvé. C'est Jean-Claude Dreyfus qui joue dans une publicité pour la cuisine, où tu mettais un plat, la cuisine de Marie, ou je ne sais quoi. Et il m'a dit, c'est lui. Et après, il t'a choisi et te l'a dit, parce que tu ressemblais au duc d'Orléans, parce que tu as un nez bourbonien.
Voilà, Et tu m'as bon, dit, c'est pour un une envie. juif, c'est génial. Je vais le dire à ma mère que nous sommes héritiers du trône de France, nous ne sommes plus juifs. Tu te souviens pas? Éric, t'as dit ça. Vous savez que une fois que le film est sorti, le film a eu quand même un grand succès. Et il y a eu plusieurs fois des personnes à particules qui m'ont arrêté dans la rue ou dans un théâtre, quand je vais au théâtre, voir des spectacles, des gens à particules qui m'ont félicité parce que j'avais sauvé leur duc. Mais c'était pire que ça. On a présenté le film. Ça m'a beaucoup touché, ça. Jean-Claude, tu m'entends? On a présenté le film tous les deux à Vendôme, au Festival de Vendôme, et tous les royalistes de Vendôme t'attendaient avec des bannières, Dieu est mon roi et tout ça. Ils t'ont baisé la main en te disant merci d'être venu, monsieur le duc. Tu te souviens pas? Mais oui, parce que ce duc d'Orléans a toujours été mis de côté en disant, et voilà, il avait voté la mort du roi, etc. Mais en fait, la chose que l'on montrait dans ce film, c'était un homme amoureux, un homme qui aimait les femmes, qui aimait la vie, et qui était peut-être un peu lâche, et pas tellement un grand orateur, et puis voilà, mais c'était un homme qui avait vraiment un certain intérêt qu'on lui a effacé, gommé au cours de l'histoire. Et je lui ai redonné un peu de panache, on va dire ça. Beaucoup. Françoise, alors si... Jean-Claude. Il va falloir, parce qu'on a un programme chargé. Si tu devais en 2 mots résumer cette aventure folle, en 2 mots, hein. Quelle était l'Anglaise et le Duc, pour les gens qui n'ont jamais vu le film, que dirais-tu? 2 mots. Ce film est un chef-d'œuvre absolu. Jean-Claude Dreyfus. On va donner la parole à Françoise parce qu'on va présenter le débat. Ouais, il faut qu'on arrête, il faut voir le film. Et quand vous aurez vu le film, vous saurez que vous venez de voir un chef-d'œuvre. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et on y est beaucoup avec Diane Maratier qui a fait l'image. Tous les techniciens les comédiens ont été absolument exceptionnels. Mais c'est une œuvre absolument phénoménale. Voilà, il faut préciser donc qu'on a la chance. Et Françoise, il y a une chose exceptionnelle aussi dans ce film, c'est le créateur des costumes. Oui. Et Diane me disait tout à l'heure qu'avec la restauration, on voyait beaucoup mieux comme étaient beaux les costumes, et les costumes étaient exceptionnels, il faut bien le dire. De Pierre-Jean Larocque. Comment s'appelle le Pierre-Jean Larocque. Pierre-Jean Larocque. Pierre-Jean Larocque. Je vous entends plus là. Pierre-Jean Larocque, oui, Pierre-Jean. Il n'y a pas de liaison là. Pierre-Jean, voilà, oui. Et les costumes étaient absolument magnifiques. Alors on a la chance ce soir. Et c'est aussi les décors, les costumes, tout était quand même assez exceptionnel et rare dans ce film. Merci beaucoup. On va laisser Noël. C'est surtout que je pense que vous êtes très intéressant dans le film. Mais moi, vous me laissez aussi? Je n'entends plus, ça marche plus bien votre truc. C'est pas de Laurent, ça y est. Est-ce qu'on peut libérer Laurent? Oui, bien sûr, oui, merci beaucoup. On va pouvoir vous libérer. Merci infiniment. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et vous avez passé un super beau moment avec cette histoire de la Révolution, avec le film d'Éric Romer. Merci. À très bientôt, à bientôt tous et bonne soirée. Merci. Bonne soirée, ciao. Au revoir. Salut François, salut Diane. Salut Laurent, que je ne connais pas encore. Eh ben, c'est un témoignage très émouvant. D'ailleurs, il n'y a pas aussi, je ne sais pas si dans le livre de Victorien Daoud qui est paru, il y a un témoignage de Jean-Claude Dreyfus. Pas sûr. Eliane, tu t'en souviens, non? Ouais. En tout cas, il faudra recueillir ce témoignage, car voilà, il y a encore beaucoup de travail d'entretien à faire autour de l'œuvre d'Éric Romer. Ce soir, on a un programme chargé, mais puisqu'on doit voir le film qui dure 2h10, on doit également voir un inédit que Pascal et moi vous avons préparé aux petits oignons. Mais je voulais donc remercier Jean-Claude Dreyfus, remercier François Etchegaray qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir et qui sera présente au débat tout à l'heure, ou peut-être pas, je ne sais plus, mais en tout cas qui a été la bonne fée de ce film, qu'elle a accompagné, qu'elle a porté pendant quand même 3 ans, à peu près.
Non. 2 ans? Ça a duré 3 mois après que je m'en sois occupé. Ouais, 3 voilà. ans en tout. Enfin bon, voilà, c'était un projet au long cours, et un projet atypique, il faut bien le dire, dans l'œuvre d'Éric Rohmer, qui n'avait pas fait un film historique depuis Perceval. Enfin, il y a eu les jeux de société. Non, et puis il y a eu aussi Kleist, la marquise Oui, d'eau. Kleist, c'était avant. Mais Oui, il y a eu Kleist, il y a eu depuis Perceval, il y avait eu les jeux de société. Jeux de société, mais c'était pas un film aussi lourd que L'Homme des Duc, quand même. Non. Donc là, c'était un projet très compliqué à monter, avec une genèse assez longue, et évidemment cette question des incrustations, des effets spéciaux, qui apporte au film son originalité particulière, et en même temps ça a son caractère de défi technique. Et puis Diane Baratier, qui a été le chef opérateur valeureux et brillant du film, et qui, brillante, je ne sais pas comment il faut dire, Brillante. brillante pour un chef opérateur, c'est quand même Chef opératrice. bien le moins. Chef opératrice, enfin bon, je dis chef opérateur. Mais voilà, donc on en parlera tout à l'heure. Ah non, toi tu ne seras pas là, c'est toi qui ne seras pas là tout à l'heure. Ouais. Je m'y perds un peu. Et, mais est-ce que tu as envie de dire 2 mots alors, puisque tu ne seras pas là tout à l'heure? Avant, oui. Est-ce que pour toi, j'ai envie de te poser la même question qu'à Jean-Claude, est-ce que c'est un bon souvenir? C'est un bon souvenir. non, tu n'es pas à chanter là. Non, mais là, bien sûr que c'est un excellent souvenir. Voilà, c'est 3 ans de ma vie, là, pour le coup. Et après ce film, j'avais refusé tous les films, puisque je travaillais dessus. Donc c'est bien 3 ans, c'est bien 3 ans. Pour moi, oui. Mais c'est vrai que Françoise préparait ce film-là qu'on attend, déjà, et qu'elle... Bah, tu préparais le film, tu préparais un film pendant... au début, Ah oui, bien. j'avais été évincée. Quelle mémoire. Ouais. Et du coup, Françoise est arrivée, comme elle a dit, 3 mois avant qu'on... Mais enfin, j'avais déjà travaillé 1 an avant. Oui, enfin voilà, elle était là, mais elle était... Voilà, et donc, moi, à la fin de ce film, j'avais plus de travail. Personne... j'avais refusé pendant 3 ans du boulot, j'avais plus de travail. Donc ça a été... c'était assez bizarre, quoi. Voilà. Mais enfin, ensuite, il y a eu Triple Agent... Ah, mais après, Eric, Oui. j'ai continué à travailler avec Eric. Oui. Et après, j'ai retrouvé du travail. Mais quand on arrête quand on refuse du travail dans le cinéma, après, on a du mal à repartir. Et alors, là aussi, en 2 mots, parce que le temps nous est compté, quand Eric t'a exposé le projet qu'il avait de faire ce film, bon, au départ, c'était déjà les incrustations, ou est-ce que l'idée de le faire en incrustation, en fond vert, est venue tout de suite, ou petit à petit? Il avait l'idée tout de suite de l'incrustation, mais après, si c'était sur fond vert ou sur fond bleu, on a fait des essais, des tests successifs, c'était et au fur et à mesure que les tableaux se peignaient, et puis voilà. Mais je préfère vous laisser voir le film, et puis nous en parlons une autre fois. De toute façon, là, on se connaît tous pratiquement. Ouais. Plus ou moins. Plus ou moins. Alors, en tout cas, on est très, très heureux de vous avoir toutes les deux ce soir. Diane, un mot sur ta restauration quand même. Ah ben oui. Parce que le film a été restauré, oui. C'est ça surtout. Grâce à C'est pour ça qu'il ressort. C'est Pathé qui a finalement ressuscité ce film en lui permettant d'être présenté en salle. Parce que sinon, on avait juste une vidéo pas terrible, un DVD, et puis il y avait les copies 35, mais qui avec le temps, 25 ans, ont été un peu... sont virés au jaune, et puis aussi qu'il n'y a plus aucun projecteur façon 35. Donc si un film n'est pas restauré, il est plus visible aujourd'hui. Et donc vous ne pouviez plus voir ce film, qui est d'une importance énorme, je trouve, aujourd'hui, avec ce qui se passe et la manière dont ça traite la Révolution, le point de vue sur la Révolution, donné par cette Anglaise qui a été amoureuse, donc qui parle d'un homme qu'elle a aimé, ce duc que nous on nous dépeint dans les livres d'histoire comme une personne épouvantable, soit c'est un opportuniste, soit c'est un lâche, enfin c'était quelqu'un de tout à fait détestable. Or, dans le film, et à chaque fois que je l'écoute et que je le vois, j'aime ce duc d'Orléans. Voilà. Alors, est-ce que c'est comme Olympe de Gouges qu'on a traité de prostituée analphabète et qui depuis 1980 a été remis à l'honneur, mais aussi en lumière. Peut-être que le duc d'Orléans aussi, finalement, n'était pas cet homme épouvantable qu'on nous a toujours décrit. C'est peut-être aussi l'interprétation de Jean-Claude Dreyfus
Mais vraiment c'est quand même sympathique. un texte avec des dialogues qui sont, bon, en grande quand même partie, viennent des mémoires de Grace Elliott. Après, Éric Rohmer a su l'adapter parce qu'il écrivait très bien et on ne sent pas la différence de ce qui est dans le livre de ce qui n'est pas dans le livre. Tous les dialogues sont dans le livre. Voilà, Aucun. c'est le souvenir que j'ai. Voilà. Aucun dialogue n'est de Rohmer. Aucun. Voilà. C'est Tous bien les le dialogues du souvenir film, que j'avais, mais enfin aucun. après on peut peut-être dire qu'il y a une Aucun. phrase, Aucun. enfin, bah, j'ai lu, voilà. Non, Bon, enfin, aucun. voilà. Alors donc Françoise Etchegaray l'affirme, et vous pouvez lire ce livre d'ailleurs, Les Mémoires de Grace Elliott, c'est vraiment passionnant à lire, surtout après avoir vu le film. C'est Ma vie sous la Révolution, c'est Oui. ça le titre? Oui, oui, ça se trouve aux éditions de Paris. Et donc vous verrez, et entendre cette langue, bah, c'est quand même les propos rapportés par cette femme. Donc après que lui mette une affection et de la passion, c'est une chose. Enfin, les propos sont les mêmes. Ben, je vous laisse juge de ce film qui, évidemment, agite des passions françaises très anciennes, mais réincarnées par le cinéma, réinventées par un cinéma que personnellement, je persiste à considérer comme très moderne. Avant que de voir le film, 10 minutes d'un document que nous avons exhumé grâce à Laurent Scherrer et à la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, qui a numérisé, on l'a expliqué hier soir, un certain nombre d'archives inédites d'Éric Rohmer et de son travail. Et donc, je crois que Diane a encore quelque chose à dire. Non, c'était juste que je vous dis, si le film vous a plu, vous pouvez le dire à vos copains, parce qu'il repasse le 21 novembre au cinéma Le Rex à Brive. Il y aura une autre projection. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, ou si vous avez envie de le revoir, hein, parce que moi je l'ai vu plus de 100 fois, et je ne m'en lasse pas. Hein, donc on peut aussi avoir envie de le revoir. Hein. Il sera également reprogrammé ici à la Tulle sur le prochain programme. Voilà. En 2 plus. ou 3 séances, je ne sais plus, mais voilà, à guetter sur notre prochain programme. Vous voulez garder le micro pour peut-être... Oui, Ah, non, c'est comme vous. Donc, voilà, vous allez voir ce document qui est un peu brut de décoffrage, que nous avons un peu monté avec Pascal Ribier pour l'écourter, qui dure une dizaine de minutes, et qui est en fait un moment de la gestation du tournage dont Diane et Françoise doivent se souvenir, qui est le moment où il discute avec son décorateur intérieur, non pas Jean-Baptiste Marot, qui avait fait les toiles peintes des extérieurs, mais Antoine Fontaine, qui s'occupait des décors intérieurs. Donc il s'agit de définir, et ça nous ramène un peu à la question de la maison, parce que c'est vraiment une maquette à partir de laquelle on met des petits santons, et à partir de ça, on va imaginer ce que va être le film, et comment dans un décor unique, on aménage les pièces de manière différente pour créer différents décors. Donc c'est vraiment la projection d'une sorte d'espace mental à partir duquel Éric Rohmer et son décorateur imaginent le film à venir. Bon visionnage. Ce document totalement inédit. Hein. J'ai envie de proposer à Pascal et à Françoise de me rejoindre quelques minutes. Oui, on peut Je suis quand même très fier. Alors on peut rappeler que Françoise Etchegaray a été la productrice du film et que Pascal Ribier en a été l'ingénieur du son, mais aussi l'un des figurants. Oui. Dans quelle scène d'ailleurs, tu peux nous le rappeler? Pas figurant, acteur. Hein, acteur. Ah, oui. Acteur. Un texte? Il est très bien. J'étais terrorisé. Hein. C'est vrai. On a fait combien de prises? Je sais pas, une dizaine. Parce que Eric, il aimait pas faire. Hein? Mais raconte Il aimait pas faire des prises, Eric. Non, mais il m'a fait répéter et tout. Oui, mais ça a fait 2 prises comme tout le monde, oui. Eric Rohmer ne faisait que 2 prises à chaque fois? Une. Oui. Une Pas prise. 2. Une, deux, quand il y avait vraiment Une, s'il y avait un problème. un problème. Oui. Ouais. On faisait semblant qu'il y avait un problème. Parce Non, que le voilà. comédien avait donné un peu d'argent à On Diane a pour fait, qu'elle on a fasse fait semblant 13 d'avoir un longs problème. métrages. On a fait 13 longs métrages ensemble. On a fait une prise à chaque fois. On a doublé des prises parce que Oui. enfin, sur 13 longs métrages, 10 courts métrages, on a travaillé 30 ans. Hein. Avec Eric, on n'a jamais. Non, si, il y a des. Certains comédiens Une fois. soudoyaient Diane pour dire qu'il y avait eu un problème avec la Il n'y caméra. avait que Diane. Ouais. Et Pagès, Toi. et beaucoup de chefs opérateurs, et il n'y a jamais eu de Ouais, problème. parlez pas tous en même temps parce que là, on n'est pas s'entendre. Ils sont très dissipés là, c'est comme le comité de salut public là. N'hésitez pas, hein, si Il y en a d'autres Quoi d'autre? qui sont dissipés. Oui, qui ça? Noël est Parlez très depuis dissipé. tout à l'heure. Bah oui, pourquoi pas. Mais voilà.
On ne peut pas dissiper, on est au contraire. Personnellement, je vote la mort, mais bon, je sais bien que ça se discute. La mort de qui? De Louis XVI. Ben, elle a été votée, il est mort, vous savez. Oh, que là, vous inquiétez pas, Louis XVI est mort. Ensuite, est-ce qu'on pourrait dire un mot sur l'actrice anglaise? Oui. Ah, voilà, vas-y. Voilà, des nouvelles, s'il vous plaît. Ah, ça, Françoise. Lucy Russell est une comédienne anglaise, donc absolument extraordinaire. C'est une comédienne qui avait fait du théâtre, qui a été babysitter en France. C'est comme ça qu'elle avait appris le français. Elle avait gardé son accent. Elle est d'une grande famille quand même anglaise. C'est la seule parmi tous nos comédiens françaises, nos comédiennes françaises, qui savaient se servir d'un authentique éventail du XVIIIe siècle en acre et qui n'a pas cassé. Un acteur français est incapable de se servir. Et Lucy Russell, vous l'avez vu une fois faire ça, c'est quelqu'un qui est absolument hors du commun. Après, elle a travaillé en France avec François Ozon, qui a récupéré un peu tous les acteurs de Romer, de Melville Poupeau, Serge et tout le monde. Elle a fait une carrière, elle s'est mariée, et elle était déjà avec un jeune homme que nous avons connu. Et elle a eu des enfants, elle a fait beaucoup de théâtre. Et elle a fait peu de films, elle a fait quelques séries en Angleterre. Elle vit à Londres. Je l'ai beaucoup vue pendant 10 ans après. Ce film a été tourné il y a 25 ans. J'ai eu des nouvelles de Lucy il y a 5 ans, je pense, avant le Covid. Elle va bien. Merci. C'est une grande comédienne. En voyant le film, elle est quand même assez formidable. Elle est fabuleuse. Elle a du côté anglo-saxon, des grands comédiens anglo-saxons. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de profil, comme les acteurs français, elle n'a pas de problème. Un acteur français a toujours un profil. Un bon profil. Ça s'appelle chez les acteurs anglo-saxons French profile. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de les filmer comme ça, parce qu'ils ne s'aiment pas. N'importe quel Américain de De Niro, n'importe quel Américain, DiCaprio peut être dans le noir et tourner à gauche ou à droite, il n'a pas de problème. En France, nous avons des problèmes. Donc, nous n'avons jamais eu de problème avec Lucie. Ensuite, il y a une chose qui est drôle, c'est que dans le comité de salut public, il y a absolument tous les acteurs de Romer. Serge Renko, Éric Viellard, François-Marie Bagné, enfin bon, voilà. Voilà, Éric a repris Charlotte Véry qui jouait dans Contes d'hiver, Marie Rivière, enfin Rosette, un petit rôle comme toujours de bonne. Charlotte Véry n'a pas non plus un rôle. Charlotte et Félicie, enfin Paul Cléry. Et Marie Rivière. Marie Rivière. Et Alain Libold qui l'avait dirigé dans Contes d'automne. Et Alain qui est le duc de Biron. Voilà. Il y a François Martouret qui n'avait jamais joué. François Martouret n'a jamais joué avec elle, qu'il a fait ce rôle-là. Voilà. Et donc je termine. Pour moi, effectivement, j'avais entendu tout à l'heure avant le film que c'était un chef-d'œuvre. Je l'ai vu il y a 15 ans avec une amie, que j'appelle d'ailleurs depuis ce temps-là l'anglaise, et elle m'appelle le Duc. Bon, c'est comme ça, c'est rigolo, c'est personnel. Et effectivement, je le revois là avec beaucoup de plaisir. Et c'est... Excusez-moi. Ces images-là de Paris, là, avec cette peinture, c'est magnifique. Il y a un petit côté complètement décalé, et en même temps, ça nous fait rentrer dans une réalité, quoi. Enfin, une réalité de Paris, du peuple, tout. Il y a de tout là-dedans. Il y a de la politique, il y a de l'amour, il y a de l'action, il y a du suspense, c'est choquant. Alors, pas pour tout le monde. Sauf si on connaît l'histoire. Avec un grand H. On s'en fiche complètement. Ça fait 15 fois que je revois Psychose de Hitchcock. Ouais. Je ne sais pas si vous savez comment ça se termine. Si, je sais pas. Ça fait 100 fois que je le revois. Peur, et je connais la fin. Et j'ai toujours peur. Et on s'en fout de la fin. Et là, c'est vrai aussi. De divulguer ou divulgacher, ça prouve que les gens n'ont rien à dire. Parce que même si on connaît le sujet par cœur et qu'on sait que le duc d'Orléans va trahir, enfin,
et que le roi est décapité, parce que je crois qu'on le sait. Je crois que vous savez que Louis XVI est mort. Eh bien, on s'en fout, parce que le génie d'un cinéaste, ce n'est pas le fond, c'est aussi la forme. Et ce film, je peux vous dire qu'il est hors du commun, parce que, comme chez Hitchcock, comme chez Mizoguchi, comme chez John Ford, vous savez que John Wayne va s'en sortir, vous savez que les cavaliers, on s'en fiche de cette histoire. Les gens qui ne veulent pas parler de ça, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire, parce que c'est anecdotique. Ce qu'il y a de fabuleux, c'est la façon dont les génies, je maintiens, je n'ai jamais dit ça de Romer de son vivant, il est mort il y a 15 ans. Le génie, ces hommes, des grands cinéastes, comme des grands créateurs, comme des grands musiciens et tout, c'est qu'ils transcendent. C'est qu'une histoire d'amour, aimer le sujet, ça peut être un homme qui aime une femme. Ça dépend comment vous le traitez, et on s'en fiche de savoir la fin. Donc le sujet n'est pas là, c'est la façon dont Eric Romer n'a pas fait une adaptation de texte de Grace Elliott qui est littérale contre parole, c'est qu'il en a fait une transposition qui est d'autant plus vraie que tout est... Je regrette un peu, parce qu'au début on voit Eric, Romer, en train d'expliquer le décor. Le décor part de notre bureau, qui faisait 40 mètres carrés à tout casser. C'est la structure qui a servi de base. Et là, ce que vous voyez après, c'est la même structure qui a servi à tous les décors. C'est-à-dire que la chambre de Grace Elliott, le salon, Pascal arrête de me regarder, la chambre de Grace, le Palais Royal et tout ça sont exactement faits dans la même structure qu'explique Antoine au début. Et si vous voulez, tous les décors ont été faits avec des toiles peintes à l'huile, roulées par terre, qui faisaient exactement 35 ans de haut, et tout est peint et roulé, et à chaque fois, on restructurait comme une montre au début, et les toiles étaient collées sur les différents décors. Seuls étaient vrais les cheminées qui sont réelles. Donc, je le revois là. Je trouve que Diane, qui n'est pas là, tant pis pour elle, pour une fois que je lui rends hommage, enfin, famage, on dit maintenant, pardon. Fémage, peut-être. En revanche, le travail qu'elle a fait est magnifique. Voilà. C'est l'esprit de Romer. Pascal, quel défi ça posait en termes de son, ce film? Eh ben, le fait que toutes les scènes d'extérieur étaient faites dans un studio en intérieur. Parce que souvent on fait en studio les intérieurs, qui sont équivalentes à des volumes qui correspondent aux intérieurs filmés. En gros, souvent il n'y a pas de plafond, mais bon, on arrive à avoir une acoustique assez proche. Mais là, il y a beaucoup d'extérieur. Notamment des places énormes. Donc il fallait rajouter des ambiances? Non, alors bon, il y a des ambiances bien sûr, puisqu'on est en studio, mais surtout la texture du son n'est pas la même, parce que dans un studio il y a énormément de réverbération, surtout que c'est des studios énormes. Vous avez 3000 mètres carrés. 3000 mètres, ouais, je sais plus. Du coup, tu as eu à faire des banques de son? Alors, non, mais c'est le son des voix qui réverbère. Oui, d'accord, mais par exemple, est-ce qu'il y a des ambiances que tu as été... Tu sais qu'il n'aimait pas ça? Non, j'ai enregistré des ambiances. Oui, d'accord. J'ai enregistré le marché de Belleville, que j'ai découpé en petits morceaux. On a enregistré aussi des voix en studio. On a fait moi, j'avais repéré dans le film le livre de Sébastien Mercier sur les routes de Paris. Il y a énormément de renseignements sur cette époque. Donc on peut reconstituer des morceaux de la vie parisienne en lisant Sébastien Mercier. Donc c'est toujours intéressant. J'avais un assistant qui m'avait dit, qui était Frédéric de Ravignan, qui avait fait un documentaire à Venise. Et il avait enregistré une fontaine dans une rue assez éloignée. Et j'avais entendu on entendait le son de la rue, la réverbération. Donc ça m'avait un peu atténué mes craintes par rapport au décor du studio qui était énorme. Je me suis dit, si dans certaines scènes il y a de la réverbération, c'est pas très grave. Parce que ça donne l'idée du vide, de la présence de la rue en pleine nuit, notamment quand il s'enfuit, tout ça. Donc ça
ça pouvait marcher. Par contre, quand ils sont dans les champs et qu'ils arrivent à la ferme, alors à ce moment-là, j'ai été obligé de retravailler toutes les directs en coupant toutes les phrases juste, enfin, au mot à mot. Dès qu'il y avait un peu de silence, on entendait la réverbération, donc que j'ai enlevé manuellement, quoi, à la main, en baissant les niveaux à chaque fois, en montant, en baissant. Donc il y avait ça. Après, je me suis dit, bon, bah, dans les westerns, il y a des scènes comme ça dehors, il y a un feu de camp. Et puis on entend la réverbération, on s'en fout. Voilà. Il y a un moment où... De toute façon, c'est partie du côté stylisé du film. Oui, et puis ça fait partie de la stylisation du film. On peut se demander si c'est pas volontaire qu'on voit un peu les effets. Enfin, il n'y a pas forcément volonté que ce soit très réaliste. Non, il y avait un équilibre. Alors moi, on m'a essayé de me pousser à faire de plus en plus de réalisme, comme si on était... Mais c'est pas réel, donc moi, ça m'a perturbé. Et puis... je pense que Romer ne voulait pas ça, il n'était pas du tout dans ce côté réaliste. Donc il fallait rester sur une ligne. Les chants des oiseaux dans Perceval, ils résonnent d'autant plus qu'ils sont seuls dans un décor vide. Et là c'est pareil, alors les sonores c'est très intéressant, par exemple les coups de canon, on peut faire ce qu'on veut, on les assourdit, mais on les laisse présents, enfin, il y a plein de manipulations formelles de forme sur le son qu'on peut faire pour rendre... On s'est bien pris la tête pour l'exécution du set parce qu'on la voit depuis. Oui, donc là, on a réfléchi à la distance. Il voulait qu'on entende, mais comme c'est loin, on n'entend pas normalement. Alors, il a fallu faire toute une tractation, un échange pour arriver à régler le niveau, que ça soit audible, mais pas trop, mais qu'il y ait quand même parce que si c'était que réaliste, on aurait entendu peut-être que les tambours, et pas trop les voix ou les trucs, donc il fallait un peu... Alors moi, bon, c'est un peu triché, mais comme il n'a pas l'habitude de tricher souvent. Sur ses autres films, c'est des films réalistes, donc on n'était pas à l'aise non plus avec l'idée qu'il fallait un peu transformer ou même inventer la nature des sons, enfin leur côté matériel, non, leur être en fait, comme des objets qui soient vraiment naturels mais qui ne le sont pas, donc ils ne le sont pas. Donc on a un peu ramé quoi, voilà, pour cette séquence. De toute façon, le film il fonctionne là-dessus, sur un équilibre stable entre l'espace mental et la narration. Tous les dialogues, c'est des dialogues en direct, il n'y a pas un dialogue de refait, puisqu'on a rajouté, il me semble, des ambiances de cris, toutes ces choses-là, mais même la plupart des sons sont faits en direct. Sinon, oui, tous les dialogues, c'est du son direct. Tous les sons directs, oui. On a utilisé des doubles, non, quasiment pas. Non, on a fait une post-synchro d'un mot. Ah oui. Charlotte a dit à un moment, je sais plus, château, et fini ça collait pas avec l'histoire, je sais plus quoi, donc il fallait mettre maison ou l'inverse. Donc Charlotte est venue chez moi, on n'a même pas fait en studio, dans la scène de montage. J'ai enregistré Charlotte, on a calé, on a rebidouillé, il y a un mot quoi. Et donc même pour ce film-là, qui était quand même un film plus difficile techniquement que Conte d'automne, on est d'accord? Oui. Il y avait toujours plutôt une prise. Ça paraît quand même incroyable. Ça paraît quand même. En moyenne Non, ça veut dire beaucoup de répétitions. Là, on utilisait la même méthode de tournage. Parce qu'il y a quand même des plans séquences assez longs. Pour le texte. Mais ils ne connaissent pas. Toujours dans tous les films lyriques, les comédiens connaissent le texte par cœur. Jamais. C'est pas. Il n'y a pas l'attitude de comédien qui dit moi je. Qu'on entend des fois. Non, moi j'aime pas. Je prends le texte la veille, ou j'attends le matin, ou j'apprends très vite. Toutes ces fausses. En fait, c'est très long d'apprendre un texte, et puis il faut l'oublier, etc. Donc, il y a beaucoup de comédiens qui ne travaillent pas. Est-ce qu'il y avait eu des répétitions préalables au tournage avec les comédiens, non? Dans le bureau? Non, non, parce qu'il n'y a pas de... Il y en avait eu pour le rendez-vous de Paris, par exemple. Mais c'est des répétitions d'écriture, en fait. Mais c'est des lectures, c'est pas des répétitions. Ou alors... c'est pas mettre le texte en bouche. Ou alors, sur les autres films, il y avait des lectures, des écritures, ils discutaient et tout. Alors que là, c'est tout écrit, c'est le texte. Et donc, il choisit le texte parce que ça peut être dit tel que c'est. Il n'y a pas une virgule à enlever, quoi.
Ça, il explique. La seule chose que je vais rajouter à ce que dit Pascal, qui est un génie du son. Bah si, excuse-moi, parce que Romer... Claire, un génie du son. Oui, absolument. Et Pascal fait le montage son, le mixage, tu fais absolument tout. Dans sa cuisine, il fait ça chez lui, donc bon, ça c'est une chose. Après, on est allé dans un auditorium. Oui, bon, d'accord. Après. En revanche, ce que je vais vous dire qu'il ne vous a pas raconté, qui est absolument épouvantable, la seule chose de sa carrière que Pascal a faite, la scène que vous voyez... Ah oui, le feu de cheminée. Je la raconte, personne ne la connaît, il exagère. On tournait en studio, il y a le feu dans la cheminée, la mort du roi est votée, et à ce moment-là, vous avez un hussard, qui est un dolman, qui le jette au feu en disant « Je ne saurais le garder. » Oui, je ne peux plus le porter. Je ne peux plus le porter et tout. Je rougirais de le porter. Je rougirais, voilà, de le porter, il le balance dans le feu. Je crois que c'est aux répétitions, je ne sais pas, d'un seul coup, il se passe quelque chose d'épouvantable dans cet espace où on tournait, qui est toujours le même en trafiqué, qui était donc chez Biron. À l'hôtel Saint-Marc, et là, d'un seul coup, la pièce, le studio, est envahi de fumée, mais noire, d'un seul coup, une fumée absolument dingue. Bon, Eric me dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Je dis, évacuer, j'ai cru qu'il y avait le feu, bon, je me suis dit, on fait ça, bon, je demande à tout le monde de sortir, tout le monde sort, enfin, on sort tous, et on se demande ce qui se passe, et d'un seul coup, bon, on arrive à éteindre ce feu en se demandant pourquoi ça dégage autant de fumée, et d'un seul coup, Pascal me fait, je crois que c'est moi, j'ai bouché la cheminée à cause, alors que c'est du feu réel, j'ai bouché la cheminée parce qu'on entend les avions. Ah, et je lui dis, mais t'es complètement dingue, donc ça a pris feu. Et donc on a failli mourir étouffé, grâce à Pascal. Bravo! Non mais il n'y a pas que moi qui aurait pu foutre le feu. Oui, on aurait pu faire autre chose. Parce qu'en fait, Diane avait mis une telle quantité de lumière et de projecteurs au plafond dans cet ancien studio qui avait une charpente en bois, que la charpente, elle chauffait et elle atteignait le point d'ignition spontanée du feu. De combustion. Donc, toutes les heures, on était obligé d'arrêter le tournage. Il y avait une sirène qui sonnait en fonction de la départure. On fermait les lumières et puis on attendait que ça refroidisse. Et on ouvrait les vasistas pour refroidir. Bon bref, merci Eric Romer, on a failli mourir avec succès. Après, il y a ce qui est très agréable en fait, c'est que quand il y a un fond vert, on peut rapprocher les micros parce qu'en fait le fond vert on ne garde vraiment comme fond que la partie qui est juste au-dessus des comédiens, à la droite, à la gauche, une fraction en fait du fond vert. Donc même sur un plan très large on peut avoir des micros près. Donc ça c'est pratique. Ouais. Alors des questions, Paloma. J'ai une question, c'est par rapport au texte. Est-ce que c'est extrait des mémoires de Marcel Yacht. Et donc, elle n'a pas écrit en français, elle a écrit en anglais. Si, elle a écrit en français. Elle parle couramment en français. Elle était complètement bilingue. Oui. Bah oui, elle vivait en France à moitié. À l'époque, on est au XVIIIe siècle, le français, la langue. Oui, elle parlait français. Le texte a été publié d'ailleurs par le mari de Rosette, aux éditions de Paris. Ouais. Si tu veux qu'il le procurait, je pense qu'elle doit avoir disponible. Oui. Elle parlait français. Oui, c'est pas traduit. Elle parlait comme ça. Il n'y a aucun problème pour les Anglais du XVIIIe siècle de parler français. Ils parlaient le français du XVIIIe. C'est-à-dire qu'ils ne disaient pas, comme on voit dans les films français du XVIIIe ou américains, passe-moi le sel. Ça n'existait pas. Passe-moi la salière. Passe-moi le sel, non, mais même pas. Aucun aristocrate disait passe-moi le sel. Ou alors, qu'est-ce que tu racontes? Je suppose que c'est son grand ami Hervé Gransart qui avait dû lui faire découvrir ce texte. Non, Hervé Gransart ne l'a pas fait. Eric l'avait découvert lui-même. Hervé Gransart n'a rien fait sur ce film. Nous avons une chance inouïe,
c'est que Pierre-Jean Larocque, le créateur des costumes, qui est quelqu'un qui a été cité pour la première fois sur un film de Rohmer au César, qu'il n'a pas eu évidemment, puisqu'Éric n'a jamais eu de César, mais il a été cité. Pierre-Jean Larocque avait un ami qui s'appelle Jean-Jacques Le Serre, qui depuis qu'il avait 14 ans et habitant près de Toulouse, avait demandé, depuis qu'il avait 14 ans, quand il avait eu son certificat d'études, avait demandé comme cadeau un objet réel du XVIIIe siècle. Et quand on a eu Jean-Jacques Le Serre, parce que bon, ça n'a rien trouvé du tout, il a apporté de Toulouse tous les meubles, tous les objets, tout ce que vous voyez est authentique. Tout est vrai. Tout est du XVIIIe siècle. Ils sont des objets il est antiquaire, il les vend. Et la seule chose que j'ai faite, c'est que le canapé que vous voyez bleu, qui est dans le salon à l'entrée, c'est authentique, mais la soie était abîmée. Et Eric a demandé, elle était bleue, on l'a refait, je l'ai refait tapisser en soie, la même soie. Mais tous les objets qui sont dans ce film sont authentiques. C'est une Italienne qui a peint le trumeau à main levée et qui a fait le paravent qu'on voit entre le duc d'Orléans et Grace. C'est fait, vous pouvez aller au Louvre, c'est un modèle du XVIIIe siècle qui appartient complètement à l'aristocratie à ce moment-là. C'est un modèle que vous pouvez aller voir au Louvre. Et tout est authentique. Les moulures sont exactement ce que vous voyez au mur qui a été peint. Donc, avec toute l'équipe que vous voyez de Antoine Fontaine, qui étaient donc des rouleaux de peinture à l'huile qu'il a fait pendant 3 mois, les 3 mois de préparation, qui ont été collés sur la structure dont Rohmer parle dans ce que vous voyez au début. Tout ça sont le même décor, et ça, c'est des modèles qu'on a trouvés avec Eric au musée tous les deux, avec exactement à cette période-là combien il y a de lignes verticales, vertes, voilà. Et Antoine, qui connaît cette période par cœur, a tout fait. Il n'y a pas un seul millimètre de ce film qui ne soit pas réaliste en même temps. D'autres questions? Peut-être que vous avez envie d'aller voir. Malgré l'heure tardive. Il y a un plan d'extérieur, on voit le décor réel. Oui. Dans un château, ça nous a pris une journée, on est parti à la campagne. Au début, on avait dit qu'on faisait ça. Ouais. Et moi, j'ai dit, c'est ridicule. On ne va pas se mettre à tourner dans un vrai château qui est toujours le même. Qui appartient au Rothschild et qui est toujours le même. On a tourné le grenier, juste ça. Parce qu'on n'avait pas. Les portraits de Grace et ça a été fait d'après une photo. Parce qu'on a eu quelqu'un qui nous a fait une chose pas bien du tout. C'est une photo, vous projetez une photo, mais le cadre est vrai. Et après, vous peignez, ça se fait actuellement tout le temps. C'est une projection, vous prenez une photo, vous l'agrandissez, vous peignez. Parti avec l'ouvrage et le comédien, non? Jean-Claude est parti avec, alors que je lui avais donné son portrait, mais pas le cadre, qui est authentique. Parce que je vais le rendre, il l'a toujours. Tu veux y aller maintenant? Il doit le rendre depuis 25 ans à Jean-Jacques Le Serre. Il s'en fiche. Bon, bah merci beaucoup. Bon, j'espère que le film vous a plu. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir tenu aussi longtemps sur cette longue soirée.